Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aqua. Aqua, comparaison de quelques requêtes, et vu la date d'aujourd'hui, le 9 juin. Je vais préparer une boisson typiquement espagnole demandée par un abonné. Il s'agit de la sangria. La sangria, cette boisson si typiquement espagnole. Bien, la sangria. Que sait-on de l'histoire de la sangria? Dès l'époque romaine, ils en faisaient. Ils fusionnèrent le vin, outre les herbes, comme nous l'avons vu avec le vermouth, le vin hippocratique de l'époque. Ils réalisaient cela. Ils faisaient du vin, surtout en été, en faisant macérer des fruits, poires, pommes, oranges dans le vin. C'est ce qu'ils ont appelé l'hypocrase. Ce serait l'ancêtre historique de la sangria. On peut remonter presque au IIe siècle, n'est-ce pas? Bon, avançons un peu dans le temps. Aux alentours du XIIe et du XIIIe siècle, dans les régions du chemin de Saint-Jacques, la Rioja, Fintas et le nord de la Castille, on commence à préparer cette boisson issue de la tradition romaine qui, au fil du temps, finira par devenir la sangria. Bon, la sangria. Pourquoi la sangria est-elle célèbre? Techniquement, c'est un cocktail. On l'a vu à Noël, fait dans une carafe. Ce sont des boissons servies pour plusieurs personnes qui se préparent. On peut les préparer individuellement, mais normalement, on les prépare en grande quantité. Pour un grand nombre de personnes, pour servir 4, 6 ou 7 personnes, la sangria. Combien en fait-on pour la sangria? Avançons un petit peu. Rapprochons-nous dans le temps, en 1964. Bon, à New York, une foire internationale va se tenir. Et l'Espagne va y participer avec un pavillon. À cette époque-là, le ministre du Tourisme était Fraga Iribarne, non? De 62 à 69, il fut le précurseur de tout ce qui est arrivé après le grand boom du tourisme espagnol dans les années 70. Eh bien, on monte un pavillon, le pavillon espagnol, et outre la zone culturelle, disons, comme une véritable fenêtre de l'Espagne sur le monde, surtout dans le monde anglo-saxon. En dehors de la zone culturelle, où l'on apporte par exemple, au port de New York, une réplique de la caravelle Santa Maria, où l'on apporte une réplique de la Dame d'Elche, où l'on transporte une réplique, ou peut-être même la Tizona du Cid, l'épée du Cid Campeador, et où l'on expose des tableaux de Goya, de Velázquez. Bref, tout cela dans la zone culturelle, un pavillon très joli qui a attiré l'attention. Très bien fait. Enfin, le concours a été organisé, je ne me souviens plus du nom du directeur. Bien, mais c'est la zone culturelle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la zone pour boire et manger, la zone gastronomique. Il y a un monsieur qui a deux restaurants célèbres à Madrid à l'époque, qui sont le Yoke et le Club 31. Il s'appelle Clodoaldo Cortés. Il reçoit la tâche. Il était très proche du gouvernement. Qu'il soit en charge de la gastronomie du pavillon espagnol, dit-il. Ça se complique. Au pavillon, dans la zone gastronomique, il va monter une poissonnerie, 2 bars, l'un appelé Madrid et l'autre appelé Jerez, ainsi que 2 restaurants, l'un appelé Grenade et l'autre Tolède. Très bien. Claudio Aldo Cortés, sur 3000 demandes reçues, sélectionne 198 personnes et commence à préparer des plats typiques d'Espagne. La paella connaît un succès absolument impressionnant. Pour vous donner une idée, 475 000 portions de paella ont été servies. Et j'imagine que de la sangria aussi. Il y a des photos d'Américains mangeant la paella avec du Pepsi et du ketchup. C'est assez curieux car c'est sa forme, n'est-ce pas? Mais revenons à la sangria. La sangria a vraiment fait fureur, elle a beaucoup plu. Je vais donc vous préparer la formule que nous étions censés connaître lorsque nous passions de barman par l'Association espagnole des barmen, l'AVE. C'était la recette qu'il fallait apprendre pour la sangria. La sangria est une coupe de vin. On peut utiliser du rouge ou du blanc. Si c'est du blanc, c'est une clarea. On peut aussi la faire avec du champagne, mais ce serait une sangria au champagne, une coupe au champagne, comme celle que nous avons faite à Noël. Bien. On commence. Vin. Il faut un vin qui ne fait pas moins de 12 degrés et demi et pas plus de 14. Et je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard. Nous sommes le 9 juin, le jour de la Rioja.
bien qu'à la foire on ait fait la sangria avec du vin de taureau. Nous, on va le faire avec du Léon. Inutile d'acheter un réserve ou un grand réserve. Un vin de l'année qui soit de qualité, comme celui-ci par exemple que je vais utiliser, de chez Gomez de Segura. Il fait 13 degrés et demi, c'est un Tempranillo. Faites-le avec du Canasta ou d'autres vins. Le taureau par exemple est parfait. Mais une bouteille de vin. Cette carafe ne fait pas 1 litre. N'oubliez pas qu'il faut le préparer. La sangria doit être préparée bien à l'avance. Nous allons le faire en direct, mais ce n'est pas la bonne méthode. On verse le vin. Nous allons approximativement en mettre jusque là. Nous allons en laisser un quart, environ un demi-litre. Je n'en ferai pas plus. Un peu plus d'un demi-litre. Vous devriez mettre une bouteille, car la règle est une bouteille par litre. Que devons-nous ajouter? Du sucre. Certains ajoutent du sucre en poudre. Il ne faut pas mettre de sucre en poudre dans la sangria, pour 2 raisons. Parce qu'il ne se dissout pas correctement et parce qu'il donne mal à la tête. Et il ne se dissoudra jamais. Par conséquent, nous utilisons notre sirop de sucre. Quelle quantité de sucre pour une bouteille? Environ 2 onces de sucre, soit 50 à 60 grammes. C'est la dose normale. Moi, si vous préférez plus sucré, vous pouvez en mettre davantage. N'abusez pas du sucre. La sangria monte vite à la tête. Je vais ajouter environ 1 once et demie à 2 onces de sucre, 1 pour 1. C'est bien. Sucre et vin. Le fruit. La sangria, un instant. On y ajoute les fruits de votre choix. Mais il est absolument nécessaire d'y ajouter de l'orange et du citron. Voici l'orange que j'ai déjà épluchée. J'ajoute orange et citron dans la carafe. Vous devriez faire cela dans un récipient pour ensuite le mettre au réfrigérateur et le laisser infuser au moins 2 heures, comme nous l'avons fait avec le café, pour que le vin prenne le goût. On peut aussi y ajouter des poires. Il ne faut pas mettre de bananes car elles deviennent très noires. Certains disent que sans pêche, ce n'est pas de la sangria. Et il y a une raison. Car comme la sangria est une boisson d'été et que c'est la saison des pêches, il faut en mettre un petit peu. J'ai ici une demi-pêche. Je l'ajoute et je mets aussi une demi-pomme. Il ne convient pas non plus d'y ajouter beaucoup plus de fruits. Cela dit, l'orange et le citron sont indispensables. Et j'ai mes fruits ici, en train de macérer dans ma sangria. À présent, jus. Du jus d'orange, indispensable pour la sangria. Personne ne fait ça, ils mettent souvent de la limonade à l'orange, non, du jus d'orange naturel. Je vais ajouter, pour une bouteille, à peu près 2 onces. Et maintenant, du jus de citron. Un tout petit peu, car sinon ma sangria sera trop acide. Comme il y a déjà du citron, il sert à conserver la brillance pour éviter que les fruits ne deviennent moches, vous voyez? Je vais donc ajouter à peu près 1 once de jus de citron, juste un peu. Le jus, les fruits, le sucre et le vin. Et maintenant, la touche. Peut servir la sangria. Voici comment on la donne aux pauvres. Il faut une touche. Quel est le secret de la sangria? Cognac. Un verre, 1 once ou 1 once et demie. Pour le vin ajouté, 1 once suffit. Ajoutons donc cela, du cognac. On ajoute souvent une liqueur. Certains y mettent du vermouth. Dans la sangria blanche, oui, mais pour la rouge, il vaut mieux ajouter un peu de triple sec. J'en mets 1 once. Là. C'est tout, pas plus. Notre sangria est prête. On y ajoute généralement cette épice. Un bâton de cannelle. À mettre dans la sangria. C'est tout. Enfin, il y a autre chose. Voici notre sangria de base. Nous pourrions placer cela dans un récipient, un contenant ou une carafe plus grande. Nous le laisserions au réfrigérateur pendant 2 ou 3 heures. C'est-à-dire que si nous le servons pour le déjeuner ou le dîner, nous le préparerions à midi, le mettrions au frais et le laisserions infuser pendant 2 heures. Dans le cas où nous ne vendrions pas tout, nous retirerions les fruits. Nous le filtrerions à travers une passoire pour qu'il ne reste aucun morceau de fruit, car cela l'acidifierait, nous le conserverions et il serait prêt pour demain. Cependant, au moment de servir, nous ajouterions des fruits frais afin qu'ils soient bien frais. Les fruits qui ont déjà macéré seraient jetés, car nous ne les laisserions pas macérer davantage. Voilà, c'est ça la sangria. À présent, au moment de servir, je vais vous montrer ce que l'on fait avec la sangria. On la fait macérer, supposons qu'elle est bien fraîche, d'accord? C'est curieux,
Ça m'a ouvert l'esprit. Du pavillon et de Claudio Aldo. Claudio Aldo était un génie. Claudio Aldo Cortés, le directeur. Afin de ne pas avoir à payer d'impôts sur l'alcool. À toutes les serveuses, 198, je veux dire, femmes. Il a fait porter une bouteille d'anis et une de cognac. Et avec ça, il avait du stock, disait-il. Nous avons du stock pour le moment. Puis, au bar de Gérèse, il a mis un vénanciador, qui a attiré l'attention. Le vénanciador est celui qui, à Gérèse, utilise une tige de baleine avec un petit récipient pour tirer du fût. De la cuve de Gérèse, il a l'habitude de le verser à la volée dans les verres des clients. Bon, mais le fait est que pour couronner le tout, à la porte du bar, il a placé 2 types habillés en garde civile, jusqu'au tricorne. Il était là. Il gérait le truc, bien sûr. Les gens prenaient des photos. C'est quoi ça? Un bout. Bon. On fait macérer. Maintenant, glace. La macération, non. Il faut mettre la macération avec de la glace, comme ici. La glace se met au moment de servir. Des glaçons, ce que vous voulez. Plus ou moins. Nous avons préparé beaucoup de vin pour cette carte. J'ai dû verser une demi-bouteille. Très bien, de la glace. Et maintenant, nous allons le servir, disons, à table. Alors nous prenons et au moment de servir, on donne un petit coup d'eau gazeuse pour que tout se révèle. Correct? C'est une tradition en Espagne. Pour filtrer, afin que les fruits ne tombent pas, bien que ce bec verseur m'en empêche, placez la traditionnelle cuillère en bois dans la sangria. On la décore aussi traditionnellement, avec ce serpent d'écorce d'orange que j'ai extrait de l'orange pressée. J'enlève ça. Ce qu'on fait d'habitude, c'est insérer le serpent d'orange à l'intérieur avec la spatule. Et on la place. Ainsi. On place la spatule sur le bord de la carafe. Et voilà la sangria. Pour le service, on la sert dans un verre. Ce n'est pas nécessaire car elle est déjà glacée. Vous pouvez retirer la glace si vous le souhaitez. On la sert dans un verre bien frais. Et voici la sangria, telle qu'ils l'ont préparée, au pavillon Novella. C'est la Spanish Experience. La sangria, aussi simple que ça. Si rapide, si mauvais. On lui en sert un peu. À votre santé, mais juste un peu. Le fruit se mange, bien sûr. Quel arôme impressionnant. La sangria doit avoir le goût et l'odeur du vin, pas de choses étranges. Et le fruit, il lui donne son petit goût. Elle n'est pas froide, mais je vais la mettre au frais pour la finir plus tard. C'est parfait. Elle n'est ni tannique, ni sucrée, ni amère. Elle me laisse le petit goût de l'orange. Sensation. Merci bien. Que vous puissiez en profiter cet été. La sangria est parfaite avec la paella et les plats de riz. C'est impressionnant, la meilleure boisson de toute l'année. Du moteur, merci.